Avant d'entamer cette dernière partie de la formation juridique zen, c'est un peu le moment un peu de prendre un peu de recul, de regarder un petit peu toutes les parties, tout le contenu qu'on a déjà vu ensemble, et de voir quel est un peu le cheminement à travers ces parties. Alors on a tout d'abord commencé par mon histoire, hein, pour tout simplement vous ancrer un peu plus dans cette réalité, à travers mon expérience, les erreurs que j'ai pu commettre. J'espère que vous avez bien retenu que vous devez être force de proposition, d'initiative, de prendre les choses en main, de ne pas laisser le temps passer et les autres faire à votre place. C'est vraiment important, cette proactivité. J'espère aussi que maintenant vous avez une vision plus claire de comment se passe une procédure, quels sont les temps forts, hein, voilà, tout ne se passe pas tout le temps de manière très rapide et très fluide. Il faut vraiment avoir ça en tête, surtout quand vous êtes dans une démarche de divorce par contentieux. Je ne parle pas du divorce par consentement mutuel simplifié qui est rentré en vigueur en janvier 2017 et qui permet, dans pas mal de cas, d'aller très très vite et pas très cher. Cela dit, il y a encore beaucoup d'interrogations sur cette nouvelle procédure et sur des zones d'ombre sur son application. On le verra donc ensemble dans un bonus, hein, que vous allez découvrir par la suite. Donc vous avez maintenant tout ce panel au niveau des possibilités de la procédure. Vous savez aussi qu'il est très important de bien choisir son avocat, de pas du tout y aller la fleur au fusil, et vraiment que ce soit quelque chose de mûrement réfléchi, avec une préparation, hein, en amont, hein, une préparation si possible sur le papier. Vous avez tout un tas de choses que vous devez poser sur le papier, auxquelles vous devez réfléchir avant d'agir. Donc j'espère que vous avez bien tout ça maintenant en tête. C'est très important. Et si vous ne l'avez pas encore deviné en leitmotiv, mais si vraiment vous souhaitez que tout se passe au mieux dans cette procédure pour vous et pour vos enfants, si jamais vous avez des enfants, c'est vraiment important d'avoir un objectif. Et quel doit être cet objectif? C'est tout simplement de trouver un accord. Si vous trouvez un accord avec votre conjoint, tout va être beaucoup plus facile. Ça va poser tout simplement les bases de votre future relation aussi, parce que comme vous n'êtes pas censé l'ignorer, mais si vous avez des enfants, tout simplement votre conjoint, vous allez devoir vous la coltiner toute votre vie, hein. Donc ça peut être une relation apaisée, ça peut être aussi une source de conflits récurrents, et donc c'est important que aucun conflit ne naisse en supplément dans cette procédure de divorce. Si vous arrivez à être d'accord une fois, ça vous servira aussi par la suite de base dans votre relation, parce que vous savez que vous avez eu cette démarche où vous avez pu trouver ensemble un accord, et si vous avez pu trouver une fois un accord ensemble, vous allez pouvoir répéter ce process et retrouver d'autres accords sur d'autres points de difficulté qui apparaîtront plus tard. Alors un accord à deux avec vos avocats, attention, ce n'est uniquement possible si tous les deux vous avez une bonne entente et vous le faites en bonne intelligence. Alors ça peut arriver, hein. J'ai pas de problème là-dessus. J'ai de nombreux exemples où des couples se sont séparés et c'était deux personnes intelligentes, équilibrées, raisonnables. Ils sont arrivés à trouver un accord, hein, sans avoir besoin d'une tierce personne, tout simplement parce que il n'y a pas eu de gros clash entre eux, ou alors ils ont digéré rapidement, ils sont passés à autre chose, ils ont vu l'intérêt d'aller de l'avant et l'intérêt d'avoir un accord pour pouvoir avancer dans leur vie assez rapidement. Mais toujours est-il que cette bonne entente et cette intelligence, elle doit durer tout au long de la procédure de divorce. Et des fois, ça peut durer un petit peu, où il peut y avoir des événements qui se passent dans votre vie qui vont vous faire mettre tout simplement en perspective des choses et revenir sur des éléments de votre accord. C'est pour ça que c'est pas toujours évident de maintenir cette bonne entente tout au long de la procédure. Vous voyez, moi, ma procédure a duré 4 ans. On a à peu près été d'accord pendant 2 ans. Et puis, du fait de la longueur de la procédure et du fait que moi j'ai avancé dans ma vie, donc à un moment donné j'ai pris des décisions qui sont allées à l'encontre de l'accord qu'on avait initialement et ça a précipité tout un tas de conséquences. Si jamais vous n'êtes pas sûr de vous et vous souhaitez être accompagné, c'est pas simplement une histoire d'être sûr ou pas sûr de soi, mais c'est aussi pouvoir mettre quelqu'un entre vous deux, ça facilite le dialogue et ça permet de l'apaisement, de la prise de recul, c'est vraiment positif. Et ça permet aussi d'avoir du coup
un poids au niveau du juge et des avocats. N'hésitez pas donc, à faire appel à un médiateur. Donc la médiation familiale, hein, c'est ce que je vous ai présenté lors de la dernière partie, surtout si vous êtes en situation de rupture. Et gardez bien en tête que le premier entretien est gratuit, hein, ça doit vous permettre à tous les deux de pouvoir aller voir cette médiation familiale. Et après, on est de l'ordre, hein, il y a 2 ou 3 entretiens en fonction des cas de figure, mais ça ne dure jamais très longtemps. Ces entretiens coûtent aux alentours de 50 euros, ce qui vous fait 25 euros par conjoint. C'est vraiment, on va dire, ridicule par rapport aux gains que vous pouvez en tirer. Donc gardez juste en tête que cet accord, c'est précieux, et que si vous entamez une démarche avec un médiateur, c'est quand même mieux de le faire avant d'aller au tribunal, avant de prendre un avocat, ou alors vraiment au départ de votre procédure. Si vous le faites après, c'est toujours bien aussi, mais généralement, bon, les choses allant, les dossiers sont montés, vous allez voir que c'est pas toujours très, très gai. Donc une fois que la procédure est bien avancée, je pense que c'est plus difficile de faire cette démarche, parce que vous pouvez arriver dans des cas où la communication est quand même assez coupée avec votre conjoint, surtout voilà, si vous n'êtes pas d'accord, je sais pas, sur la garde des enfants ou par exemple ne serait-ce que des questions d'argent, bah, c'est toujours très dur de se dire bon bah on n'a peut-être pas pris le problème par le bon bout, est-ce que ça te dirait d'aller voir la médiation familiale? Là, il y a peu de chances quand même que vous arriviez à un bon résultat. Il vaut mieux vraiment poser les bases un peu avant la procédure, ou quand vous l'initiez, ou vraiment juste au début. Plus tard, c'est plus compliqué. Alors, je termine cette formation pour vous remettre en tête tous les points que vous devez évoquer avec votre conjoint pour trouver un accord. Alors, je vous les laisse bien en face des yeux, je vous laisse les lire, on les reprend un par un. Donc la première chose à faire, bah, c'est de séparer les biens. Donc là, il faut vous référer à votre contrat de mariage, hein, c'est-à-dire que si vous êtes marié sous le régime de la communauté, c'est-à-dire que une fois le mariage acté à la mairie, bah, tout ce qui est acheté et tout ce qui rentre en termes de biens au cours du mariage appartient de manière indivisible aux deux conjoints. Donc bien souvent, les couples ne font pas la démarche de faire un contrat de mariage, et quand il y en a un qui paye tout et qu'à la fin il doit laisser la moitié des biens, bah, c'est tout de suite vécu comme une grosse injustice, hein. Donc pensez bien à avoir un accord sur les biens, vous les listez, hein, vous regardez aussi peut-être de plus près, hein, ça c'est un petit conseil, regardez ce qui a de la valeur ou ce qui risque de tomber en panne dans les mois qui suivent. C'est peut-être pas la peine de se prendre la tête sur le frigo ou la machine à laver si elle a plus de 5 ans. Réfléchissez bien à ce que vous souhaitez, essayez d'avoir une répartition équilibrée. C'est très important, parce que le juge va regarder à la loupe, hein, ce que vous gardez et ce que vous donnez à votre conjoint. Le deuxième point, c'est la gestion des biens immobiliers. Là, si vous avez acheté, on va dire que c'est plutôt simple, parce que le notaire a tous les éléments en sa possession, et du coup, là, il n'y a pas de marchandage possible, hein. Vous avez acheté, vous avez amené de l'argent, c'est noté qui avait amené de l'argent au moment de l'achat plus que l'autre, donc ça va être plutôt assez clair. Par contre, les difficultés peuvent surgir si jamais vous êtes tous les deux, si vous avez tous les deux la volonté de garder le bien immobilier, donc là il va falloir trancher qui garde ce bien, qui rachète la part de l'autre. C'est aussi valable sur une location, hein. La location, souvent, bah, elle plaît bien à l'un, peut-être que vous payez pas cher, vous avez un bon emplacement, si vous avez des revenus à peu près similaires et que l'un peut se permettre de garder la loc et l'autre aussi, bah, vous n'allez peut-être pas être d'accord pour le laisser à votre conjoint. Moi, ce que j'ai fait, j'ai laissé la location à mon ex-femme, tout simplement parce que je voulais absolument mettre en place aussi cette garde partagée. Et si jamais je gardais cette location, cet appartement, avec ses revenus très faibles, je pense qu'elle n'aurait pas pu se prendre à proximité plus qu'un studio. Donc moi j'ai aussi réfléchi à la perspective des enfants et j'ai décidé de laisser le logement familial à mon ex-femme pour que moi je puisse prendre de mon côté, faire l'effort financier de me loger à proximité pour qu'on puisse avoir la garde partagée. Donc ayez ça aussi à un moment donné en tête. Alors, le point suivant, c'est la quote-part des remboursements de crédit. Alors, ça inclut évidemment les biens immobiliers, mais si à côté vous avez un crédit parce que vous avez acheté une voiture, un bateau ou je ne sais quoi encore, si vous avez un crédit à la consommation, c'est important de régler ces histoires-là.
Donc qui garde le bien, qui continue à le payer, enfin voilà, il faut vous mettre d'accord là-dessus. Ça, le juge ne laissera pas un sujet comme ça en suspens, hein. Très important, ensuite vient la garde des enfants. C'est peut-être d'ailleurs le sujet le plus important. Si vous arrivez à avoir un accord sur la garde, une garde alternée, ou alors une garde pleine, hein, peut-être que vous ne désirez pas assumer vos enfants, ou peut-être que votre conjointe ne désire pas les assumer, donc ça c'est important de poser cette problématique sur la table, d'y réfléchir, et de trouver une solution ensemble. Ensuite vient la pension alimentaire. Alors ça c'est un sujet que je vais vous expliquer dans un bonus à côté, mais la pension alimentaire, quoi qu'il arrive, il y a de grandes chances que vous en payiez une. Alors, c'est pas tellement être d'accord avec la pension alimentaire, mais si vous avez un accord et que vous partez déjà sur une base de pension alimentaire que vous versez, peut-être parce que vous avez anticipé votre départ, et si vous partez du logement familial, vous devez continuer à subvenir aux besoins de la famille, donc c'est important de décider déjà ce qui est correct entre vous. Votre conjointe et vous, vous connaissez vos revenus, donc mettez-vous d'accord sur une somme, peu importe ce que le juge décide après. Mais mettez-vous déjà d'accord sur cette somme-là, mettez-le en application, et vous verrez que après, ça va faciliter un peu la mise en place et la vision du juge. Enfin, il y a le sujet très controversé de l'indemnité compensatoire. Alors, je n'ai pas expliqué ce que c'était que l'indemnité compensatoire, c'est tout simplement la dotation d'une somme à l'un des conjoints, parce qu'il y a une différence de revenus qui est assez grande entre l'un et l'autre. Donc je ne sais pas si votre épouse gagne le SMIC et que vous gagnez 3 fois plus qu'elle, eh bien, elle est en droit de demander, en compensation de sa perte de niveau de vie qu'elle avait avec vous, une somme. Cette somme, elle peut être plus ou moins élevée. Alors je ne vais pas m'étendre sur les calculs parce qu'on voit tout et n'importe quoi. Sachez juste que si votre femme veut cette indemnité, ou votre conjoint, hein, qu'il est en droit de l'avoir, hein, il faut au moins avoir 2 années de mariage, bah, sachez simplement qu'elle l'aura, quoi. Donc mettez-vous d'accord. Si vous trouvez que c'est pas juste, amenez le sujet correctement. Dites juste que bon, bah, si tu veux une indemnité compensatoire, bah, tu connais les finances, hein. Si vous n'avez pas un peu d'argent de côté, ça va être difficile de donner cette somme. Et c'est aussi une somme que vous allez donner qui va vous amputer et qui va vous handicaper pour vos projets ultérieurs avec vos enfants, de logement, etc. Donc vous mettez les risques et les contraintes à plat, partagez-les avec votre conjointe. Si elle n'est pas complètement hostile à votre rencontre, si vous n'êtes vraiment pas dans un conflit ouvert et vraiment brutal, il n'y a pas de raison en fait que vous n'arrivez pas à trouver un accord. Trouvez la bonne somme, ce qui vous semble correct, faites la proposition au juge, et tout simplement, le juge va acter que vous êtes d'accord, et va acter que la somme que vous avez décidée, c'est celle-là qui va être appliquée. Si vous laissez le juge faire, je pense qu'à la fin, vous allez pleurer. Donc voilà, c'est très important. Prenez bien en compte ces 6 points, mémorisez-les. De toute manière, vous pouvez les imprimer dans la fiche mémo. Je vous conseille de vous y référer. Et c'est absolument ces 6 points qu'il faut évoquer avec votre conjoint. Donc il est maintenant temps de se quitter. Je ne sais pas exactement dans quel état vous êtes, hein, à quel état vous êtes de votre procédure. En tout cas, je vous souhaite bonne chance et bon courage, et je vous souhaite le meilleur pour l'avenir. Vous allez sans doute traverser des épreuves. Bon, sachez juste que vous allez rebondir après. Il n'y a pas de raison que ça n'arrive pas. J'espère qu'avec toutes ces informations en tête, et si vous appliquez bien tous les conseils que j'ai pu vous donner, vous allez pouvoir maintenant réfléchir et prendre les bonnes décisions pour votre avenir, pour vous, pour vos enfants, et puis pour tous ceux qui gravitent autour de vous et qui sont impactés directement ou indirectement par votre procédure de divorce. Voilà, je vous dis à très bientôt. De manière, on reste en contact sur le blog ou sur la page Facebook. Donnez-moi des nouvelles et encore bon courage. Salut!